Chapitre 7. L'identité de Marie d'Ébéham. Marie d'Ébéham apparut, la tête rejetée en arrière d'un air de défi. Ses cheveux noirs découvrant son front, la fierté de son masque, tout dans son aspect altier rappelait la figure de proue du navire fendant vaillamment les flots d'une mer démontée. En ce moment-là, elle était d'une beauté impressionnante. Ses yeux se posèrent d'abord sur Arbuthnot. Puis elle dit à Poirot : « Vous désirez me voir ? Mademoiselle, je voudrais savoir pour quel motif vous avez menti ce matin. » « Moi ? Je vous ai menti ? Je ne sais ce que vous voulez dire. » « Vous m'avez caché le fait qu'à l'époque du drame qui frappa les Armstrong, vous viviez au sein de cette famille. Vous m'avez affirmé que vous n'aviez jamais été en Amérique. » Il la vit sur le point de fléchir, mais elle se ressaisit. « Oui, c'est vrai. »« Non, mademoiselle, c'est faux. »« Vous ne me comprenez pas. Je vous dis que c'est vrai, que je vous ai menti. »« Ah, vous l'admettez. » Ses lèvres esquissèrent un sourire. « Certainement, puisque vous m'avez démasqué. »« Enfin, cette fois, vous êtes franche, mademoiselle. »« Je suis bien obligée de l'être. » « Voulez-vous me permettre de vous demander les raisons de vos réticences ? » « Il me semble qu'elles sautent aux yeux, monsieur Poirot. »« Pas aux miens, mademoiselle. » D'une voix calme, un peu dure, elle ajouta : « Je dois gagner ma vie. »« Eh bien ?» Elle regarda Poirot bien en face. « Vous ignorez donc la difficulté qu'éprouve une jeune fille à se procurer un emploi et à le conserver ? Vous imaginez-vous qu'une dame de la société anglaise confiera ses filles à une gouvernante dont le nom aura été mêlé à une histoire de meurtre et dont peut-être les photographies auront été reproduites dans les journaux ? Pourquoi pas, si cette gouvernante n'est point coupable. Il ne s'agit pas de culpabilité, mais de publicité. Jusqu'ici, monsieur Poirot, j'ai assez bien réussi dans la vie. J'ai trouvé des situations agréables et bien rétribuées. Je n'allais pas risquer mon avenir, surtout sans nul résultat appréciable pour vous. Permettez-moi de vous dire, mademoiselle, que je suis le meilleur juge en la matière. Elle haussa les épaules. Vous auriez, par exemple, pu m'aider à identifier les voyageurs. De quelle façon ? Il est admissible, mademoiselle, que vous n'avez point reconnu la comtesse Adreny, la jeune sœur de Mrs. Armstrong, votre élève de New York. La comtesse Adreny ? Non ? Si extraordinaire que cela paraisse, je ne l'aurais pas reconnue. Voilà 3 ans, elle n'était encore qu'une fillette. La comtesse, il est vrai, me rappelait une figure de connaissance, mais je n'arrivais pas à fixer un nom. À présent, elle a un type oriental si prononcé que je n'aurais jamais deviné en la comtesse Adreny ma petite écolière américaine. Du reste, je ne l'ai regardée qu'incidemment au wagon-restaurant et j'ai plutôt remarqué sa toilette que son visage, ajouta-t-elle en souriant. Puis, elle poussa un soupir et conclut. J'avais assez de mes propres préoccupations. Alors, vous ne me révélerez pas votre secret, mademoiselle ? Demanda Poirot d'une voix persuasive. Je ne le puis. Non, c'est impossible. Et soudain, sans le moindre avertissement, elle éclata en sanglots et cacha sa tête entre ses bras. Le colonel se leva et,
l'air gauche, vint se placer à côté d'elle. Écoutez-moi, balbutia-t-il. Il s'arrêta et se retournant furieux contre Poirot. « Je vais vous briser les os, espèce de brute !» hurla-t-il hors de lui. « Monsieur !» protesta Monsieur Bouc. Arbuthnot se retourna vers la jeune fille. « Marie, pour l'amour de Dieu !» Elle se redressa. « Ce n'est rien. Me voilà remise. Monsieur Poirot, vous n'avez plus besoin de moi? Sinon, vous viendrez me chercher. Oh, que je suis ridicule de m'être ainsi laissée aller. » Elle sortit précipitamment. Avant de la suivre, Arbuthnot se retourna une dernière fois vers Poirot. « Miss Debenham n'a rien à voir dans cette histoire. Rien du tout. Vous m'entendez? Si vous la tourmentez encore, vous aurez affaire à moi. » Il s'en alla à grande enjambée. « J'adore voir un Anglais sortir de ses gonds. Une fois déchaînés, ces gens-là sont on ne peut plus comiques. Plus ils ressentent d'émotions, moins ils conservent de sang-froid et de mesure. » Pour l'instant, Monsieur Bouc, ravi d'admiration pour son ami, ne s'intéressait que médiocrement aux réactions émotives des Anglais. « Mon cher, vous êtes épatant. Vous possédez un don de divination formidable. » « C'est inouï, comme vous savez lire dans le passé des gens, » dit Constantine avec enthousiasme. « Oh, cette fois, je ne mérite guère de compliments. La comtesse Adrény m'avait pour ainsi dire mis au courant. »« Comment ? Pas possible. » »« Rappelez-vous, je l'ai interrogée sur sa gouvernante ou la dame de compagnie de sa sœur. Je m'étais dit, en effet, que si Marie Debenham entrait pour une part dans le drame, elle devait avoir rempli une de ses fonctions dans la famille Armstrong. Oui, mais la comtesse Adrény nous a donné le signalement d'une personne tout à fait différente. C'est exact. Une grande femme d'âge mûr, à la chevelure rouge, en réalité tout le contraire de Miss Debenham. Mais, invitée à fournir l'improviste le nom de cette personne, elle se laissa prendre par une inconsciente association d'idées. Elle cita le nom du serre-tête Miss Fribody. Vous en souvenez-vous? Oui. Et alors? Eh bien, vous le savez sans doute, il existe à Londres une maison qui, jusqu'à ces dernières années, a conservé l'enseigne Debenham et Fribody. Le nom de Debenham lui trottant par la tête, la comtesse s'est aussitôt raccrochée au premier nom qui s'offrit à elle, et Fribody se présenta naturellement à son esprit. Encore un mensonge? Dans quelle intention? Toujours par sentiment de loyauté, dans l'espoir d'embrouiller encore les cartes. Ma foi, déclara M. Bouc, tous les voyageurs de son train sont-ils donc des menteurs? Nous n'allons pas tarder à le savoir, lui répondit Poirot. Chapitre 8. De surprise en surprise. À présent, rien ne peut m'étonner, annonça M. Bouc. Rien. Si on devait m'apprendre que tous les voyageurs de ce train faisaient partie de la maison Armstrong, je n'en éprouverais aucune surprise. Voilà une profonde réflexion, mon ami. Désirez-vous connaître à présent ce que votre bête noire, l'Italien, va nous présenter pour sa défense? Vous songez à nous exposer une de ces mirifiques trouvailles dont vous possédez le secret? Vous devinez juste. Que de complications dans la genèse de ce crime. Mais non, docteur, tout y est très naturel. Si vous trouvez cela naturel. Les mots manquaient à M. Bouc
pour exprimer sa pensée et il leva comiquement les bras en signe de désespoir. Poirot avait déjà envoyé chercher Antonio Foscarelli. Le grand Italien arriva, l'air inquiet. « Que me voulez-vous ? Je n'ai rien à vous dire. Rien ? Absolument rien !» Et il asséna un coup de poing sur la table. « Mais si vous avez quelque chose à nous dire !» objecta Poirot d'un ton décidé. « La vérité !»« La vérité ?» Il lança un coup d'œil embarrassé vers Poirot. Toute son assurance et sa verve lui faisaient faux bond. « Il est très possible que je la connaisse déjà, mais nous tiendrons compte de votre spontanéité à tout avouer. » « Vous parlez comme les policiers américains. Avouez. Voilà tout ce qu'ils savent dire. Avouez. »« Tiens, vous avez donc l'expérience de la police de New York ? » ?»« Non, non, jamais. Elle n'a rien trouvé à me reprocher, mais ce n'est pas faute d'avoir cherché. » « Vos démêlés avec la police remontent à l'époque du drame qui frappa la famille Armstrong, n'est-ce pas ? Vous étiez le chauffeur de la maison, dit Poirot. Le détective vrillait ses yeux dans les yeux de l'Italien. L'énorme gaillard se dégonfla comme un ballon sous l'effet d'une piqûre d'épingle. « Puisque vous savez tout, pourquoi m'interroger ? Pourquoi m'avez-vous menti ce matin ? Pour des raisons personnelles. Je n'ai aucune confiance dans la police yougoslave. Ces gens-là détestent les Italiens et ils m'auraient tout de suite accusé. Peut-être pas à tort. Non, non, je n'ai rien à voir avec le crime de cette nuit. Je n'ai pas quitté mon compartiment une seconde. L'Anglais à la figure longue comme un jour sans pain vous le confirmera. Ce n'est pas moi qui ai tué Ratchet. Cet infâme pourceau. Vous ne possédez aucune preuve contre moi. » Poirot griffonna quelques mots sur une feuille de papier. Il releva les yeux et prononça tranquillement. « C'est bien. Vous pouvez vous retirer. » Foscarelli hésita, l'air perplexe. « Comprenez bien que ce n'est pas moi, que je ne pouvais être mêlé à... » « Je vous ai dit de vous en aller. »« C'est un coup manté. Vous cherchez à me perdre. Tout cela pour cette fripouille qui aurait dû passer sur la chaise électrique. Pourquoi l'a-t-on laissé s'enfuir ? Si c'eût été moi, on ne m'aurait pas raté. Mais il ne s'agissait pas de vous. Cet enlèvement d'enfant ne vous concernait nullement. Hein ? Que dites-vous ? Cette petite Daisy était la joie de la maison. Elle m'appelait Tonio, montrait dans la voiture et voulait à toute force tenir le volant avec ses petites mains. Tout le monde l'adorait. Ah, la petite chérie. Sa voix s'adoucissait et des larmes brillaient dans ses yeux. Brusquement, il fit demi-tour et sortit. « Pietro » appela Poirot. Le maître d'hôtel arriva en courant. « Allez chercher le numéro 10, la dame suédoise. »« Bien, monsieur. »« Encore ?» s'exclama monsieur Bouc. « Ah non, c'en est de trop, mon cher !»« Il faut aller jusqu'au bout. Dussions nous en fin de compte découvrir que tous les voyageurs ont un mobile pour tuer Ratchet. Après quoi, nous identifierons définitivement le coupable. » « La tête me tourne, » gémit monsieur Bouc, accablé. Greta Olson fut introduite avec égard par le maître d'hôtel. Fondant en larmes, elle se laissa tomber sur le siège en face de Poirot et sanglota dans un vaste mouchoir. « Mademoiselle, ne vous alarmez pas, je vous en supplie, calmez-vous. » Poirot lui tapota doucement l'épaule. « Nous ne demandons qu'un brin de sincérité.
Vous étiez la nurse de la petite Daisy Armstrong. Oui, c'est vrai, gémit la pauvre fille. C'était un ange descendu du ciel. Son petit cœur débordait de bonté et de tendresse. Et dire qu'elle nous a été enlevée par ce monstre, il l'a tuée. Et la pauvre mère, et l'autre enfant, qui n'a même pas vécu. Vous ne sauriez comprendre. Non, il est impossible que vous vous rendiez compte. Si vous aviez comme moi assisté à tout ce drame, ce matin, j'aurais dû vous apprendre la vérité en ce qui me concerne, mais j'avais tellement peur. Et en même temps, je me réjouissais tant à la pensée de la mort du bandit. Je songeais qu'enfin, il ne torturait plus d'autres enfants. Ah, je ne puis continuer. Les paroles me manquent. Elle sanglotait convulsivement. Poirot lui tapota encore l'épaule. Là, je comprends. Je comprends vos sentiments. Votre interrogatoire est terminé. Il suffit que vous ayez reconnu ce que je sais déjà. Oui, je vous comprends, ma chère demoiselle. Incapable de rien ajouter à travers ses sanglots, Greta Olson se leva et gagna la porte à tâtons, comme une aveugle. En sortant, elle se heurta contre un homme qui entrait. C'était Masterman, le valet de chambre. Il alla droit vers Poirot et s'exprima d'une voix entièrement dénuée d'émotion. « J'espère ne pas vous déranger, monsieur, mais j'ai cru bon de venir tout de suite vous apprendre la vérité. Pendant la guerre, je fus l'ordonnance du colonel Armstrong qui, ensuite, me prit comme valet de chambre à New York. Je m'excuse de vous avoir caché ce détail. Je pense, monsieur, que vous ne soupçonnez pas Tonio d'avoir commis le crime de cette nuit. Le pauvre ne ferait pas de mal à une mouche. Et je jure qu'il n'a pas quitté le compartiment de toute la nuit. Il n'a donc pu tuer Ratchet. Tonio est italien, certes, mais il n'a rien de commun avec ces bandits dont on parle dans les romans. » Il fit une pause. Poirot le regarda longuement. « C'est tout ce que vous avez à dire ? » ?»« C'est tout, monsieur. » Il eut un silence. Comme Poirot n'ajoutait rien, Masterman salua et quitta le wagon-restaurant d'une allure aussi discrète qu'il était entré. « Voilà qui est plus prodigieux qu'un roman policier, » déclara le docteur Constantine. « Je partage votre avis ?» appuya M. Bouc. « Sur les 12 voyageurs de ce wagon, 9 sont convaincus d'avoir été mêlés, à un titre quelconque, à l'affaire Armstrong. Qu'allons-nous apprendre maintenant ? Ou plutôt, qui allons-nous démasquer ? En réponse à votre question, voici notre confrère américain, Mr. Hardman, lui dit Poirot. Vient-il, lui aussi, faire des aveux ? Avant que Poirot ait pu répondre à son ami, l'Américain atteignait la table et, en s'asseyant, prononça d'une voix nasillarde. « Que se passe-t-il donc dans ce train ? Ne dirait-on pas un asile d'aliénés ?» Poirot cligna des yeux. « Êtes-vous bien sûr, monsieur Hardman, de n'avoir pas été jardinier chez Armstrong ? » « Il n'avait pas de jardin. »« Ou bien maître d'hôtel. »« Je n'ai pas les belles manières que comporte cet emploi. »« Non, à aucun titre je n'ai habité la maison Armstrong. Mais je commence à croire que je constitue une exception dans ce train. Dites-moi, pouvez-vous m'expliquer ce phénomène ? » « C'est curieux, en effet, » acquiesça Poirot avec un sourire. « Dites plutôt que c'est inconcevable, » déclara M. Bouc. « Possédez-vous sur l'assassinat de Ratchet une opinion personnelle ? » ?»« Non, monsieur. J'avoue n'y rien comprendre, et je me perds en conjectures. Il va de soi que ces gens-là ne peuvent être tous incriminés,
Mais je serais bien embarrassée de nommer le coupable dans la bande. Comment diable vous y êtes-vous pris pour découvrir le poteau rose? Voilà ce qui m'intrigue. J'ai tout simplement réfléchi. Laissez-moi vous dire que vous êtes un malin. Oui, un rude malin. Je suis prêt à le proclamer devant le monde entier. Mr. Hardman se pencha en arrière et regarda Poirot avec admiration. « Excusez-moi, mais personne ne s'en douterait en vous voyant. Je vous tire mon chapeau, monsieur Poirot. »« Vous êtes trop aimable, monsieur Hardman. »« Pas du tout. Je m'incline devant votre supériorité. »« Ce problème n'est pas entièrement résolu, » dit Poirot. « Nous ne tenons pas encore le nom du meurtrier de Ratchett. »« Néanmoins, tant de finesse de votre part me dépasse. Sans parler de moi-même, il y a encore 2 personnes sur lesquelles vous n'avez rien deviné jusqu'ici. La vieille dame américaine et la femme de chambre. Sans doute les tenez-vous hors de tout soupçon? À moins que vous ne puissions les comprendre dans notre collection en qualité de lingère et cuisinière de la famille Armstrong. Rien au monde ne peut me surprendre désormais, s'exclama Mr. Hardman, résigné. Il me semble que je vis parmi des fous. Ah, mon cher Poirot, vous poussez le jeu un peu trop loin, objecta Monsieur Bouc. Poirot se tourna vers lui. Vous n'y comprenez rien? Voyons, dites-moi un peu, savez-vous qui a tué Ratchett? Et vous? Riposta Monsieur Bouc. Oui, dit Poirot. Je le sais depuis un moment déjà. C'est si simple que cela saute aux yeux. Je m'étonne que vous ne le voyiez pas. Et vous, monsieur Hardman? Le détective hocha la tête. Ma foi, non. Je ne puis dire qui est l'assassin. Après quelques secondes de silence, Poirot se tourna vers Mr. Hardman. Voudriez-vous avoir l'obligeance de réunir ici tous les voyageurs, monsieur Hardman? 2 solutions se présentent à mon esprit et je voudrais les exposer devant tout le monde. Chapitre 9. Poirot expose ses 2 solutions. Les voyageurs se rassemblèrent dans le wagon-restaurant et prirent place autour des tables. Tous les visages exprimaient l'attente et l'appréhension. La Suédoise continuait à pleurer et Mrs. Hubbard à la consoler. « Allons, un peu de courage. Tout va s'arranger. Ne vous laissez pas aller à vos nerfs. Si parmi nous il y a un assassin, on sait bien que ce n'est pas vous. Il faudrait être dément pour vous accuser d'un pareil crime. Là, asseyez-vous près de moi et tranquillisez-vous. » Poirot se leva. L'employé des wagons-lits, qui se tenait près de la porte, demanda. « Vous me permettez de rester, monsieur ?»« Certainement, Michel. » Poirot commença. « Mesdames et messieurs, je m'exprimerai en anglais, puisque vous connaissez tous plus ou moins cette langue. Nous sommes ici pour rechercher la vérité sur l'assassinat de Samuel Edward Ratchett, alias Cassetti. 2 solutions possibles s'offrent à nous. Je vais les exposer devant vous et je prierai ainsi Monsieur Bouc et le docteur Constantine, ici présents, de déterminer laquelle de ces 2 solutions est la vraie. Vous connaissez tous les faits. Mr. Ratchett a été, ce matin, trouvé assassiné à coups de couteau. Nous savons qu'il vivait encore à 0h37 la nuit dernière, puisqu'à cette heure, il parla au contrôleur à travers la porte. Sur une montre brisée découverte dans la poche du pyjama de la victime, les aiguilles marquaient 1h15. Le docteur Constantine, qui examina le cadavre,
situe la mort entre minuit et 2 heures du matin. À minuit et demi, ainsi que vous le savez tous, le train est bloqué par la neige. Donc, après 7 heures, il est impossible à quiconque de quitter le train. Mr. Hartman, membre d'une agence de détectives de New York, plusieurs têtes se tournèrent vers Mr. Hartman, nous certifie que personne n'aurait pu passer devant son compartiment, le numéro 16, sans être aperçu par lui. Force nous est de conclure que le meurtrier se cache parmi les voyageurs de la voiture Stamboul-Calais. Telle était du moins notre hypothèse. « Comment ?» balbutia M. Bouc, interloqué. « Toutefois, je vais vous en soumettre une autre tout à fait simple. Mr. Ratchett, menacé par un de ses ennemis, donne à Mr. Hartman le signalement de cet individu et lui dit que l'attentat, s'il doit avoir lieu, se produira probablement durant la seconde nuit du voyage. Je vous ferai observer, mesdames et messieurs, que Mr. Ratchett en savait peut-être plus long qu'il n'en a révélé. Or, à Vinkovsky, le colonel Arbuthnot et Mr. McQueen, descendus un instant sur le quai, ont laissé la porte ouverte. Un individu ayant endossé sur ses vêtements un uniforme de la compagnie des wagons-lits et muni d'un passe-partout de contrôleur, monte et pénètre dans le compartiment de Mr. Ratchett, profondément endormi sous l'influence d'un narcotique. L'assassin le frappe à plusieurs reprises avec une grande violence et quitte le compartiment par la porte communiquant avec celui de Mrs. Hubbard. « C'est bien cela !» approuva l'américaine. En passant, l'homme glisse le couteau dont il s'est servi dans le sac à éponge de Mrs. Hubbard et, sans s'en apercevoir, il perd un bouton de sa tunique. Il se faufile hors du compartiment et longe le couloir. En hâte, il se débarrasse de son uniforme dans un compartiment vide et le fourre dans une valise. Quelques minutes plus tard, avant que le train se remette en marche, il descend, toujours par la porte voisine du wagon-restaurant. Les assistants l'écoutaient, attentifs, en proie à des émotions diverses. « Et que dites-vous de la montre ?» demanda Mr. Hartman. « Tout s'explique parfaitement. Mr. Ratchett a oublié de retarder sa montre, marquant toujours l'heure orientale, en avance d'1 heure sur celle de l'Europe centrale. Mr. Ratchett a été assassiné à 00h15 et non à 01h15. « Votre raisonnement ne tient pas ?» s'écria M. Bouc. « À 1h moins 23, quelqu'un a parlé dans le compartiment de Ratchett. C'était lui ou son meurtrier. » Pas nécessairement. Une troisième personne est peut-être entrée pour parler à Ratchett et l'a trouvé mort. Elle a sonné pour prévenir le contrôleur, puis a compris la situation et, craignant d'être incriminée, elle a répondu en laissant croire qu'elle était Ratchett. « C'est possible ?» acquiesça M. Bouc. Poirot observait Mrs. Hubbard. « Qu'alliez-vous dire, madame ?»« Je ne sais plus. Croyez-vous que moi aussi j'ai oublié de retarder ma montre ?»« Non, madame. Vous avez sans doute entendu l'homme passer, mais inconsciemment, et plus tard, en proie à un cauchemar, vous avez cru qu'il y avait un homme dans votre compartiment. Vous êtes réveillé en sursaut et avez sonné. »« C'est encore possible ?» admit Mrs. Hubbard. La princesse Dragomirov observait Poirot. « Monsieur, comment expliquez-vous le témoignage de ma femme de chambre ?»« Cela paraît très simple, madame. Votre femme de chambre reconnaît comme étant le vôtre le mouchoir que je lui présente. Mais
elle s'efforce de détourner les soupçons de votre personne. Elle a rencontré l'homme, mais bien plus tôt, quand le train stationnait en gare de Vinkovci. Elle prétend l'avoir vu plus tard, toujours avec la vague idée de vous fournir un solide alibi. La princesse inclina gracieusement la tête. « Vous prévoyez tout, monsieur. Je vous admire. » Un silence suivit. Puis tout le monde sursauta. Le docteur Constantine assonnait sur la table un violent coup de poing. « Non, non et non. Vos explications ne me satisfont nullement. Elles pèchent en une douzaine de points. Le crime n'a pas été commis de cette façon. Vous le savez aussi bien que moi, monsieur Poirot. » Le détective lança un coup d'œil au médecin. « Je vois bien qu'il me faudra revenir à ma première hypothèse. Mais n'abandonnez pas celle-ci trop vite. Peut-être l'adopterez-vous tout à l'heure. » Poirot se retourna vers son auditoire. « Il existe, du crime, une autre explication aussi plausible. Voilà comment j'y suis parvenu. Après avoir recueilli toutes vos dépositions, je m'assis et fermai les yeux afin de mieux réfléchir. Certains points me paraissaient dignes d'attention. Je les énumérai à mes deux collègues. J'en avais déjà élucidé quelques-uns, entre autres la présence d'une tache de graisse sur un passeport, mais plusieurs demeuraient obscurs. Le plus important est la remarque que me fit M. Bouc au déjeuner, le lendemain de notre départ de Stamboul, à savoir que les voyageurs réunis dans ce train sont de nationalité et de classe sociale étrangement variées. Le fait me parut assez bizarre et je me demandais s'il devait se reproduire fréquemment. Je me dis que oui, mais seulement aux États-Unis. Dans une famille américaine, on pourrait trouver à la fois un chauffeur italien, une gouvernante anglaise, une nurse suédoise, une femme de chambre française, et ainsi de suite. Cela me conduisit à attribuer à chacun une fonction dans le drame. De la famille Armstrong, tout comme un metteur en scène distribue les rôles de son scénario. J'obtins un résultat fort intéressant. J'examinai alors séparément la déposition de chaque personne et j'arrivai à de curieuses constatations. Prenons d'abord l'interrogatoire de Mr. McQueen. La première entrevue se passa sans incident, mais la seconde fois que je le questionnai, il fit une remarque pour le moins étrange. Comme je lui apprenais la découverte d'un billet ayant trait à l'affaire Armstrong, il me dit, pourtant, puis, après une hésitation, je veux dire que le vieux avait tort de laisser traîner ce papier. Je compris tout de suite qu'il s'était ravisé. Supposons qu'il eût achevé sa phrase. Pourtant, ce papier a été brûlé. En ce cas, McQueen avouait connaître l'existence de ce billet et sa destruction. En d'autres termes, il était ou le meurtrier ou le complice de celui-ci. Et d'un. Ensuite, le valet de chambre. Il affirmait que son maître avait coutume de prendre un narcotique lorsqu'il passait la nuit dans le train. Version assez vraisemblable, mais croyez-vous que Ratchet cherchait tant que cela à dormir la nuit dernière ? Le revolver placé sous son oreiller démontre le contraire. Ratchet voulait se tenir sur ses gardes. Si on lui a administré un narcotique, c'est à son insu. Qui est-ce, sinon McQueen ou le valet de chambre ? Venons-en au témoignage de Hardman. Je crois tout ce qu'il a dit concernant sa propre identité, mais en ce qui regarde la méthode employée par lui pour veiller sur la sécurité de Mr. Ratchet, sa version ne tient pas debout. La seule manière efficace de protéger la vie de Ratchet était de passer la nuit dans son compartiment ou de se placer à un endroit d'où il pouvait surveiller sa porte.
l'unique déduction qui ressort de sa déposition, c'est que personne, outre les voyageurs déjà dans les wagons, ne pouvait avoir tué Ratchet, ce qui limitait le cercle des investigations à la voiture Stamboul-Calais. Ce détail me paraît plutôt bizarre et je songeais à ne point le négliger par la suite. Vous devez tous savoir maintenant que j'ai surpris des bribes de conversation entre Miss Debenham et le colonel Arbuthnot. Fait retenir, le colonel l'appelait Marie et semblait être en rapport assez intime avec elle. Cependant, le colonel affirmait avoir fait la connaissance de Miss Debenham dans le train. Mais je sais à quoi m'en tenir sur la mentalité d'un Anglais comme lui. Même si le colonel avait reçu le coup de foudre, il eût procédé lentement et avec tout le décorum d'usage. J'en conclus que le colonel Arbuthnot et Miss Debenham se connaissaient de longue date et cherchaient à se faire passer pour étrangers l'un à l'autre. Passons maintenant à Mrs. Hubbard. Cette dame prétend que, de sa couchette, elle ne peut voir si la porte de communication est verrouillée ou non. Elle prie Miss Olson de s'en assurer pour elle. Parfait! Si elle avait occupé les compartiments numéro 2, 12, 14, etc. Dans les numéros pairs, le verrou se trouve juste au-dessus de la poignée de la porte. Mais dans les numéros impairs, comme le numéro 3 qu'occupait Mrs. Hubbard, le verrou, placé au-dessus de la poignée, ne pouvait être masqué par le sac à éponge. J'arrive donc à cette déduction que Mrs. Hubbard inventa cet incident de toutes pièces. Maintenant, laissez-moi vous dire un mot à propos de l'heure. La montre fut découverte dans la poche du pyjama de Ratchet, endroit plutôt singulier, étant donné qu'à la tête du lit se trouve un crochet porte-montre. Dès lors, je fus convaincu qu'on avait déposé avec intention la montre de Ratchet dans sa poche après avoir déplacé les aiguilles. Le crime n'a donc pas été commis à 1h15. A-t-il été perpétré plus tôt, à 1h moins 23 minutes pour préciser? Monsieur Bouc serait porté à le croire et donne comme explication le cri qui m'a réveillé à cette heure-là. Mais Ratchet, sous l'influence d'un narcotique, ne pouvait crier, sans quoi il aurait été également capable de se défendre. Or, on n'a constaté aucune trace de lutte. Je me souviens qu'à 2 reprises, McQueen m'avait signalé que Ratchet ne parlait pas du tout le français. Je compris alors que ce qui s'était passé à 1h23 n'était qu'une comédie destinée à me donner le change. N'importe qui pouvait déceler le maquillage de la montre. D'un usage courant dans les romans policiers, on s'imaginait donc que je ne manquerais pas de voir clair sur ce point. Fier de ma perspicacité, j'aurais affirmé que, Ratchet ignorant le français, la voix entendue à 1h moins 23 ne pouvait être la sienne et qu'il était déjà mort. Or, je suis convaincu qu'à 1h moins 23, Ratchet était encore plongé dans son sommeil artificiel. Toutefois, la farce faillit réussir. J'ouvris ma porte, je regardai dans le couloir et j'entendis distinctement la phrase prononcée en excellent français. Si je ne suis pas assez futé pour en deviner le sens, on me l'expliquera. McQueen, au besoin, viendra me dire « Excusez-moi, monsieur Poirot, ce n'est sûrement pas Mr. Ratchet qui a parlé. Il ignore absolument le français. » Quand donc a eu lieu le crime? Et qui est l'assassin? Selon moi, et je n'avance ici qu'une opinion personnelle, le crime a été commis vers 2h, heure extrême indiquée par le docteur Constantine.
Qui a tué Ratchet ?» Poirot fit une pause et considéra ses auditeurs. Il aurait pu se plaindre de leur manque d'attention. Tous les regards étaient braqués sur lui. Pendant un moment, le silence fut absolu. Poirot continua d'une voix lente. « Je fus surpris de la difficulté que j'éprouvais à rejeter l'entière culpabilité sur l'un quelconque des voyageurs, alors que, bizarre coïncidence, l'alibi de chacun se trouvait confirmé par le personnage qui, à mon avis, paraissait le moins qualifié. Ainsi, Mr. McQueen et le colonel Arbuthnot ont, l'un pour l'autre, fourni de solides témoignages. Or, ces deux hommes me semblaient peu faits pour lier conversation entre eux au cours d'un voyage. De même, le valet de chambre anglais et l'italien, la demoiselle suédoise et la jeune anglaise. Soudain, une grande clarté se fit en moi. Tous étaient coupables. Que tant de gens, mêlés au drame de la famille Armstrong, voyagent dans le même train, ne pouvait être l'effet du hasard. Tout cela avait été concerté longtemps à l'avance. Je me remémorais une remarque du colonel au sujet de la sentence prononcée par un jury. Un jury se compose de 12 membres et Ratchet avait été frappé de 12 coups. Cette fois, la réunion de personnages de tout rang et de toute nationalité dans le Stamboul-Calais, à une saison où ce train habituellement est presque vide, s'expliquait. Si Ratchet avait échappé à la justice américaine, sa culpabilité ne faisait pas l'ombre d'un doute. J'imagine alors un jury de 12 membres qui le condamne à mort et se voit obligé de se transformer en exécuteur pour appliquer leur sentence. Sous cet angle, tout le mystère s'éclaircit. Un rôle nettement déterminé et assigné à chacun des voyageurs. Tout est prévu dans le moindre détail et sans risque aucun. Si le soupçon pèse sur l'un des membres de cette association de justiciers, les autres l'innocentent par leurs témoignages et embrouillent les recherches. D'autre part, la prétendue surveillance de Hardman empêche que l'on accuse injustement quiconque du dehors. Cette solution met admirablement en lumière tous les épisodes du drame. La nature des blessures infligées par 12 personnes différentes, les lettres de menaces écrites simplement pour établir un témoignage. Ratchet en avait reçu de réels que McQueen avait détruites et auxquelles il avait substitué les autres. L'histoire de Hardman chargée par Ratchet de le protéger. Un mensonge d'un bout à l'autre. Le signalement. Petit homme brun à la voix de femme. Ingénieuse invention puisqu'elle possède le mérite d'innocenter les contrôleurs de ce train et qu'elle pourrait s'appliquer aussi bien à un homme qu'à une femme. L'idée de frapper à coups de couteau surprend tout d'abord, mais à la réflexion, aucune autre arme ne convenait mieux en l'occurrence. Tous, forts et faibles, peuvent se servir d'un poignard, et l'arme blanche est silencieuse. Je m'abuse peut-être, mais voici comment j'imagine la scène. Chacun pénètre à son tour dans le compartiment obscur de Ratchet, en traversant le compartiment de Mrs. Hubbard, et frappe. Aucun ne reconnaîtrait la blessure qu'il a faite, et nul ne saurait dire qui a donné le coup mortel. La dernière lettre, que Ratchet découvre probablement sur son oreiller, a été brûlée avec soin. Rien ne révélant le rapport entre la famille Armstrong et l'homme assassiné, il n'existe pas de raison de suspecter aucun des voyageurs. On pourrait croire à un meurtrier venu du dehors, et le petit homme brun à la voix de femme aurait, en effet, été aperçu descendant du train à Brode par un ou plusieurs voyageurs du Stamboul-Calais.
Je ne vois pas exactement ce qui arrivera dans les conspirateurs découvrir que l'arrêt du train rendait impraticable cette deuxième partie de leur programme. Je suppose qu'ils tinrent rapidement conseil et décidèrent d'agir à tout prix. Cette fois, les soupçons pesèrent immanquablement sur un ou plusieurs d'entre eux, mais cette éventualité était déjà prévue. Et on y avait remédié. Il restait à dérouter davantage encore les enquêteurs. Dans ce dessin, 2 simulacres de pièces à conviction sont abandonnés sur le lieu du crime. L'un, incriminant le colonel Arbuthnot qui possédait un alibi irrécusable et dont les relations avec la famille Armstrong étaient difficiles à établir. L'autre, le mouchoir accusant la princesse Dragomirov, étant donné son rang social, sa faiblesse physique et son témoignage soutenu à la fois par sa femme de chambre et le contrôleur, on la considère comme hors de cause. Comme pour compliquer à plaisir la comédie, une femme en peignoir rouge passe sur la scène et, afin que je connaisse l'existence de cette femme, on frappe à ma porte. Je me lève pour jeter un coup d'œil au dehors. Je vois le peignoir disparaître au fond du couloir. 3 autres témoins, judicieusement choisis, l'ont vu également. Le contrôleur, Miss Debenham et McQueen. Le plaisantat qui a eu l'idée de fourrer ce peignoir dans ma valise pendant que je poursuivais l'interrogatoire me paraît doué d'un réel sens de l'humour. J'ignore d'où vient ce vêtement, mais je soupçonne qu'il appartient à la comtesse Adreny. Ses bagages ne renfermaient, en effet, qu'un élégant déshabillé de lingerie tout garni de dentelle et qui ne pouvait guère remplacer le peignoir. Ayant appris que la lettre soigneusement brûlée avait en partie échappé à une destruction complète et que le mot Armstrong avait pu être lu, McQueen s'empressa de communiquer aux autres ce renseignement. Désormais, la comtesse Adreny se tient sur ses gardes et c'est à ce moment que le comte songe à maquiller son passeport. L'un après l'autre, tous les voyageurs nient avoir connu la famille Armstrong. Sachant que je ne possède aucun moyen d'investigation immédiat, il se figure que je ne suivrai cette piste et que si l'un d'eux éveille mes soupçons. Autre point à éclaircir, si mon hypothèse est juste, et je ne crois pas me tromper, le contrôleur du wagon-lit entre dans le complot. Mais en ce cas, cela nous donne 13 inculpés au lieu de 12. Contrairement à la formule habituelle, parmi cette foule, il s'agit de découvrir le coupable. Je me trouve placé devant un groupe de 13 personnes dont une seule, est innocente. J'arrive à cette conclusion pour le moins bizarre. La personne qui n'a point participé au crime est précisément celle qui paraît la plus suspecte, à savoir la comtesse Adreny. Lorsque le comte jura sur l'honneur que sa femme n'avait pas quitté son compartiment de toute la nuit, il le fit avec un tel accent de franchise que je ne pus douter de sa parole. Je compris alors que le comte avait, pour ainsi dire, pris la place de sa femme. Pierre Michel était donc complice. Pour quelle raison cet honnête employé, depuis tant d'années au service de la compagnie, trempait-il dans ce crime ? Il me semblait impossible de découvrir un lien quelconque entre ce Français et la famille Armstrong. Tout à coup, je me souvins que la bonne d'enfant était une Française. Et si c'était la propre fille de Pierre Michel ? Tout s'expliquerait. Même l'endroit choisi pour commettre le crime. Y a-t-il d'autres personnes dont les relations avec la famille Armstrong demeurent incertaines ? J'inscris le colonel Arbuthnot comme un ami du colonel Armstrong. Probablement ont-ils fait la guerre ensemble. Quant à la femme de chambre Hildegard Schmidt, je devinais sa situation chez les Armstrong. Peut-être suis-je un gourmand, mais je flairais en elle une bonne cuisinière.
Je lui ai tendu un piège et elle s'y est laissée prendre. « Je sais que vous êtes un excellent cordon bleu, dis-je. Et elle me répondit « C'est vrai, mes patronnes m'ont toujours fait ce compliment. » À part moi, je songeais qu'en tant que femme de chambre, elle n'avait guère l'occasion de déployer ses talents culinaires. Ensuite vient Hardman. Selon toute apparence, il se classe tout à fait en dehors de la maison des Armstrong et je l'imaginais dans la situation de fiancé de la jeune Française. Je fis devant lui allusion au charme des étrangères et aussitôt j'obtins la réaction désirée. Ses yeux s'embuent de larmes, il prétexte que la blancheur de la neige l'éblouit. Reste Mrs. Hubbard, à qui fut confié le rôle principal dans le drame. Occupant le compartiment qui communique avec celui de Ratchet, elle offre, plus que tout autre, prise au soupçon et elle ne peut alléguer aucun alibi. Pour jouer aussi parfaitement le personnage un peu ridicule de la femme américaine en adoration devant ses enfants, il faut être une grande comédienne. Une telle artiste existait dans la famille Armstrong. La mère de Mrs. Armstrong, Linda Harden, l'artiste fameuse. Poirot s'arrêta. Alors, d'une voix merveilleuse de timbre et nuancée avec art, d'une voix qui ne ressemblait en rien à celle qu'on avait entendue au cours de la journée, Mrs. Hubbard avoua. « Que voulez-vous ? Il me semble toujours jouer la comédie. » Et elle continua d'un air rêveur. « Cette erreur stupide au sujet du sac à éponge démontre une fois de plus qu'on doit répéter son rôle jusqu'à la dernière minute. Nous avons fait une répétition générale dans le train en venant. Sans doute occupais-je un compartiment pair et je n'ai pas songé, ensuite, à vérifier la place des verrous. » Elle changea légèrement de position et regarda Poirot bien en face. « Monsieur Poirot, je vous admire. Toutes vos déductions sont exactes. Vous ne sauriez imaginer ce que fut la tragédie. En ce jour terrible, à New York, j'étais folle de désespoir. Les domestiques étaient frappés de douleur. Le colonel Arbuthnot, l'ami intime de John Armstrong, se trouvait présent, bouleversé d'horreur et de colère. « Armstrong m'a sauvé la vie pendant la guerre, » déclara le colonel. Ce jour-là, dans notre indignation, dans notre chagrin, dans notre fureur, peut-être avions-nous perdu la tête, qu'en sais-je ? Nous décidâmes, le meurtrier ayant échappé au châtiment, de lui infliger nous-mêmes la peine suprême qu'il méritait. Nous étions 12, ou plutôt 11, le père de Suzanne habitant en France. Tout d'abord, nous voulions tirer au sort pour savoir qui exécuterait la sentence. Mais, en fin de compte, nous nous rangeâmes à l'avis d'Antonio, le chauffeur. Marie et Hector McQueen ordonnèrent les détails de la mise en scène. La préparation de notre complot prit un temps considérable. Il nous fallut d'abord retrouver l'assassin, qui se cachait sous le nom de Ratchet. Hardman s'en chargea. Ensuite, Masterman et Hector réussirent à s'engager à son service. Le colonel Arbuthnot exigeant que le nombre 12 fût respecté, nous confiâmes notre dessein au père de Suzanne. L'idée de venger sa fille unique qui s'était suicidée l'incita à se ranger à nos côtés. Le colonel Arbuthnot répugnait à l'idée de frapper le coupable à coups de couteau, mais il comprit que cette méthode aplanissait bien des difficultés. Hector nous apprit que Ratchet comptait tôt ou tard se rendre à Paris par l'Orient Express. Pierre Michel travaillant sur ce parcours, la chance nous favorisait et, de cette façon, le crime ne serait pas imputé à un innocent du dehors. Nous dûmes naturellement en parler au mari de ma fille, qui insista pour nous accompagner.
Hector s'arrangea pour que Ratchet se décidât à voyager le jour où Michel serait de service. Notre intention était de louer tout le wagon-lit du train Stamboul-Calais. Malheureusement, un des compartiments était réservé à un directeur de la compagnie. Quant à Harris, il n'existait pas. Il lui était dangereux de prendre un étranger dans le compartiment d'Hector. Et à la dernière minute, vous-même, vous êtes présenté. Elle fit une pause. À présent, monsieur Poirot, reprit-elle, vous connaissez toute l'histoire. Qu'allez-vous décider? Si vous devez faire un rapport officiel, ne pourriez-vous me rendre uniquement responsable? J'aurais volontiers frappé moi-même ce monstre de 12 coups. Non seulement il a tué ma fille et la petite Daisy, et cet autre bébé qui aurait pu vivre, mais avant de nous enlever notre chère mignonne, il avait assassiné d'autres enfants et rien ne dit que dans l'avenir, il n'eût pas récidivé. La société, sinon la légalité, l'avait condamné. Nous n'avons fait exécuter la sentence. Je demande à répondre seul de cet acte. Pourquoi entraîner après moi tous ces braves cœurs? Ce pauvre Michel, Marie et le colonel Arbuthnot, ils s'aiment. La voix de la tragédienne emplissait l'espace étroit du wagon. Cette voix riche, profonde, pathétique, qui a fait vibrer d'émotions tant d'auditoires enfiévrés. Poirot interrogea son ami du regard. En tant que directeur de la compagnie, quelle est votre opinion, monsieur Bouc? Monsieur Bouc s'éclaircit la voix. Selon moi, mon cher ami, votre première supposition est la bonne, sans aucun doute. Quand la police yougoslave se présentera, nous lui remettrons un rapport rédigé dans ce sens. Êtes-vous de cet avis, docteur? Certainement. En ce qui concerne les constatations médicales, il me semble que j'ai fait une ou deux suggestions fantaisistes. Après cet exposé de mon point de vue personnel, j'ai l'honneur, mesdames et messieurs, de me dessaisir de cette affaire, acheva Poirot.